Donc, la première intervention, c'est de la part de Céré Gabriel Beauchesne-Lévesque de l'Université Bishop. Et son intervention s'appelle Liberté académique et dissidence dans deux rapports du gouvernement du Québec. Alors, Céré est doctorant en psychologie clinique à l'Université Bishop. Ses recherches portent sur les préoccupations existentielles des jeunes trans et non-binaires dans le contexte de la politisation croissante de leur vie, ainsi que sur les moyens d'y répondre par des interventions basées sur l'art et le jeu. Il a fondé le groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke en 2016, qui a conduit à la création de Transestrie en 2020, où il travaille désormais comme formateur afin de promouvoir le développement de soins transaffirmatifs au Québec. Alors, Céré, à vous la parole. Merci. Donc, je vais vous replonger tout de suite en 2021, quand il y a eu des préoccupations par rapport à la liberté académique. Donc, notre ex-premier ministre, maintenant, avait dit que nos universités devaient être des lieux de pas respectueux, sans censure, de recherche de vérité, même quand la vérité peut choquer. Et dans le fond, sa préoccupation, c'était qu'une poignée de militants radicaux essayaient de censurer certains mots, un mot en particulier, et certaines œuvres, et il attribuait ce mouvement-là à un mouvement qui venait de l'extérieur. Donc, ce n'était pas quelque chose qui ressemblait aux Québécois, c'était des activistes qui arrivaient d'ailleurs. Donc, pour ça, ils ont fait la loi sur la liberté académique. Donc, je vous rappelle la définition de la liberté académique qui est définie dans cette loi-là comme le droit de toute personne d'exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, de la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission d'un établissement d'enseignement. Puis, j'attire votre attention sur la deuxième partie de cette définition-là. Parce que dans le fond, ce qu'on va voir dans les rapports que je vais présenter, c'est que certaines personnes disent que si on considère qu'une activité ne contribue pas à la mission de l'établissement d'enseignement, donc elle n'est pas protégée par la liberté académique, puis ça peut avoir le dos assez large. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a analysé deux rapports qui ont été publiés en 2025, puis qui ont chacun une section sur la liberté académique. Donc, on s'est concentré précisément sur cette section-là de ces rapports-là. Le premier rapport, c'est le rapport du comité des sages sur l'identité de genre. On se rappelle que ce comité-là a été mis en place après des controverses sur les médias sociaux par rapport à des lettres qui avaient été envoyées à des parents de deux écoles. Une lettre portait sur une enseignante non-binaire et une autre lettre portait sur le réaménagement des toilettes de l'école en toilettes mixtes. Puis ça avait donné lieu à des controverses transphobes sur les médias sociaux. Puis ça s'était invité à l'Assemblée nationale sous forme de journalistes qui ont, à la rentrée parlementaire, posé des questions là-dessus à des politiciens qui ne s'attendaient pas à se faire poser des questions là-dessus. Et donc, au fil de la journée, on a parlé de commissions parlementaires, de comités d'experts, puis on a finalement décidé, j'étais pas inclus là-dedans, évidemment, ils ont décidé de faire un comité de sages. Puis c'est précisément de sages et non d'experts. C'est comme s'ils voyaient l'expertise comme quelque chose de pas assez distancié ou pas assez représentatif de la société. Donc, on voulait des sages pour se pencher sur la question. Puis la question, c'était qu'est-ce que Legault avait dit à l'époque, c'est de documenter et d'analyser les conséquences de ces enjeux sur toute la société. Donc, c'est vraiment orienté par rapport à qu'est-ce que le fait que ces personnes-là existent, les personnes trans, qu'est-ce que ça cause comme problématique à la société et non pas quelles sont les problématiques que ces personnes-là vivent. C'est vraiment orienté comme ça. On se rappelle aussi que les 3 personnes choisies pour siéger sur ce comité-là sont cisgenres et avaient absolument aucune expertise là, spécifique par rapport à ça, ce qui était le souhait, dans le fond, quand ces personnes-là ont été choisies. Puis le rapport a été dénoncé notamment par le Conseil québécois LGBT, mais aussi par beaucoup d'autres, comme ouvrant la porte à un recul des droits. Le deuxième rapport qu'on a observé, c'est un nom très long. Enquête administrative pour la gestion des situations impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants au collège Dawson et au collège Vanier. Dans le fond, l'enquête a été déclenchée en raison de préoccupations concernant la sécurité des étudiants dans 2 cégeps anglophones à la suite de manifestations pro-palestiniennes. Par contre, les cégeps en question se sont dit vraiment surpris que cette enquête-là soit déclenchée vu qu'ils n'avaient pas reçu de plainte par rapport à ça. Puis le mandat était très large parce que, outre la sécurité étudiante, le rapport s'intéresse au contenu des cours, au contenu des plans de cours, au choix des conférenciers invités et au thème de différents événements. Donc, c'est devenu une enquête qui était très large. Puis, le rapport a été dénoncé notamment par
40 professeurs et professeurs juifs qui ont envoyé une lettre ouverte pour dire que ce rapport-là était une menace contre la liberté académique et ont demandé la démission de la ministre à cette époque-là, qui était Pascal Lévy. Donc, en résumé, ces rapports-là, ils affirment défendre la liberté académique qui serait en péril au Québec, qu'il faudrait absolument sauver, et disent être engagés pour le dialogue et la diversité de perspectives. Mais, d'un autre côté, ils ont fait l'objet d'accusations comme quoi ils portaient atteinte à cette liberté académique-là et ont émergé d'enquêtes qui étaient très controversées et pas bienvenues par les gens qui étaient soumis à ces enquêtes-là. Donc, dans le fond, un des buts de notre analyse était de voir comme pourquoi ces incohérences-là existent entre ce qu'ils présentent, qu'ils font, et le résultat qui a été perçu à la fin. Donc, notre méthode d'analyse par rapport à ça, c'est une méthodologie d'analyse critique du discours, puis plus précisément, on a utilisé le concept d'orientation envers la différence. Donc, l'orientation envers la différence, c'est la mesure dans laquelle un texte accentue ou atténue le caractère dialogique de différentes perspectives. Donc, comment il les met en dialogue entre elles? Est-ce qu'il efface certaines perspectives ou est-ce qu'il met l'accent sur d'autres perspectives, par exemple? Et à quel point il efface la diversité ou il la met de l'avant? Donc, ce concept théorique-là, selon Fairclough, dans le fond, chaque texte met en dialogue différentes perspectives et, dans le fond, se retrouve sur un continuum qui va de textes qui explorent et reconnaissent la différence et encouragent un dialogue riche, en passant par des textes qui plutôt tentent d'aplanir ou de résoudre des différences ou encore de mettre l'accent sur les points communs au lieu de s'intéresser aux différences. Puis, des textes qui seraient le moins ouverts à la différence, ce seraient des textes qui normalisent les rapports de force ou répriment ou relèguent au second plan la diversité. Donc, on s'est posé deux questions principalement. C'est à quel point ces rapports-là étaient ouverts à la diversité en ce qui concerne leurs affirmations, c'est-à-dire ce qu'ils présentent comme étant vrai, puis leur mise en œuvre, c'est-à-dire la manière dont ils sont allés chercher ou intégrer différentes perspectives. Donc, la première partie, c'est par rapport aux affirmations que ces rapports-là font, à quel point ces affirmations-là sont ouvertes à la diversité. Donc, les deux rapports présentent vraiment la liberté académique comme étant en danger au Québec. Puis, ils présentent les coupables de ce danger-là comme étant les militants ou les activistes radicaux. Ce qui est un peu étrange, par contre, c'est qu'ils présentent à la fois ce militantisme-là comme étant fermé à toute discussion, mais aussi comme à la source de débats très vifs. Puis cela mènerait à une polarisation ou à une radicalisation des débats qui serait incompatible avec la liberté académique. Si on peut prendre une citation, par exemple, le mouvement militant queer est dans un registre d'abolition plutôt que d'accommodement. Donc, on caractérise les personnes trans, les personnes queer comme étant des personnes qui ne sont pas ouvertes à la discussion puis qui imposent un dogme sans qu'il y ait possibilité de discuter. Par contre, les rapports, ils parlent de polarisation, puis ils mentionnent souvent les deux camps. Ah, dans les deux camps, il y a des extrêmes. Dans les deux camps, il y a des personnes qui ne sont pas parlables, mais la majorité n'est pas là. La majorité est au centre. Mais ils parlent de ces deux camps-là en parlant juste d'un camp, finalement. Ils donnent seulement des exemples de militants trans, queer, antiracistes ou pro-palestiniens, puis ils ne disent pas qui est à l'opposé. On ne parle pas de militants racistes, on ne parle pas de militants pro-transphobes, on parle juste des gens qui sont à un des pôles, dans le fond. Puis après ça, chaque rapport dit qu'il faut calmer ces gens-là pour qu'on puisse avoir des débats sains et protéger la liberté académique contre cette polarisation-là. Par contre, malgré le fait que les rapports disent sans cesse il faut débattre, il faut débattre, il faut débattre, on dit que certains thèmes sont trop polarisants pour pouvoir mener à des débats, donc on devrait simplement pas en parler. En particulier, dans le rapport Dawson-Vanier, on mentionne des exemples de cours ou de conférences qui sont trop polarisants pour pouvoir contribuer à la mission de l'établissement d'enseignement. Donc, on parle du cours Appartenance palestinienne, on parle du cours The Art of the Palestinian Short Story. Dans le fond, ça, c'est deux cours de langue, mais ils ont des thématiques palestiniennes pour soit l'analyse de la littérature ou l'apprentissage d'une langue seconde. Puis, il mentionne aussi une conférence sur le pinkwashing à l'occasion de la Semaine internationale des femmes. C'est les seuls trois exemples qu'il donne, c'est ceux-là. Donc, c'est spécifiquement ces deux cours-là et cette conférence-là seraient trop polarisants et donc, à cause de ça, on ne devrait juste
ça ne devrait pas être des activités qui soient permises au cégep. Donc, par exemple, un cours de langue anglaise se concentre principalement sur l'apprentissage de la langue et de la littérature et non sur l'analyse sociologique ou politique. Donc, on pense que de centrer un cours sur la littérature palestinienne, ça serait centré sur une analyse sociologique ou politique et donc, ça ne pourrait pas répondre aux objectifs d'apprentissage de la littérature. Mais dans aucun des cas, il cite la recherche en lien avec la pédagogie ou l'apprentissage d'une langue seconde pour justifier le fait que ces thématiques-là ne puissent pas permettre d'atteindre ces objectifs. Même chose, il parle par rapport à la conférence, il dit « Les thèmes des symposiums sont trop polarisants et ne peuvent donc pas susciter l'ouverture à un dialogue constructif entre les tenants de positions opposées ou contrastées. Ils ne peuvent pas non plus permettre une critique argumentée et crédible, ce qui est un objectif pédagogique de tout symposium tenu au collège. » Puis ce qui est particulier, c'est que d'un côté, dans le rapport des sages, du comité des sages, quand on dit que des conférences ont été annulées, on blâme les activistes pro-trans. On dit, à cause des activistes pro-trans, ils ont annulé des conférences, puis ça va à l'encontre de la liberté académique. Mais quand il y a des problèmes dans des conférences pro-palestiniennes ou qui traitent de thèmes comme le pinkwashing, on dit, c'est pas la faute des gens qui ont perturbé la conférence, c'est la faute du thème de la conférence. Donc, encore une fois, on nomme seulement un des pôles, celui qui est perçu comme peut-être d'extrême gauche ou de wokisme ou quoi que ce soit. C'est celui-là qui est responsable de tous les problèmes en lien avec la liberté académique. Et on mentionne, dans ces rapports-là, on ne mentionne que très peu ou pas du tout l'autre pôle. Il y a aussi vraiment une obsession envers le débat. Tout devrait être un débat. Donc, chaque conférence, chaque symposium devrait être l'occasion de débattre. Puis, on a comme oublié la notion de consensus qui peut exister aussi et sans laquelle la science ne peut jamais avancer. Si on n'a jamais de consensus, on revient à toujours débattre des mêmes choses, on ne peut pas avancer vers l'avant. Ce serait comme de dire, dans un symposium de géographie, il faut inviter les personnes qui pensent que la Terre est plate parce que sinon, on ne peut pas débattre et avoir toutes les positions. On n'avancera pas très loin si on pense comme ça. Donc, leur solution par rapport à ça, ça serait de donner plus de pouvoir aux directions de cégep, par exemple, pour interdire ou avoir un droit de regard sur les thèmes des conférences et les personnes invitées. Donc, pour protéger la liberté académique, il faut donner plus de contrôle aux institutions pour contrôler le thème de ce qui est enseigné ou discuté au sein de ces établissements-là. Donc, ces rapports-là disent que la discussion et les débats sont centraux au concept de liberté académique et que les débats académiques doivent être ouverts à des points de vue divergents, mais ils présentent une partie des points de vue comme des menaces et estiment que certains sujets peuvent ne pas être protégés par la liberté académique s'ils sont trop controversés pour pouvoir contribuer à la mission d'un établissement. Donc, sur l'échelle qu'on voyait tantôt, on dirait que le rapport essaie de se positionner dans une position ouverte à la différence où on veut encourager le dialogue, reconnaître la différence, mais dans ce cas-ci, on tente vraiment davantage de les aplanir et de dire, écoutez, dans des cégeps, on devrait seulement avoir des symposiums sur des thèmes qui sont d'intérêt général et qui ne vont pas perturber certaines personnes. Donc, on essaie d'aplanir les différences. Ensuite, on est allé voir dans quelle mesure les rapports étaient ouverts à la diversité en ce qui concernait leur mise en œuvre, c'est-à-dire la façon dont ils intégraient ou excluaient différentes perspectives. Ce qu'on voyait par rapport à ça, c'est qu'ils reproduisaient des exclusions de façon assez systématique. Il y avait en particulier un manque d'acteurs sociaux responsables, un flou excessif, une décontextualisation de la distance, puis des minorités qui étaient caractérisées comme à la fois puissantes et insignifiantes. Donc, par rapport au manque d'acteurs sociaux responsables, toutes les accusations qui étaient portées étaient anonymes. On ne savait pas qui faisait ces accusations-là envers des militants ou des activistes. C'était juste certains étudiants, on ne sait pas combien. Une professeure d'université, on ne sait pas dans quel domaine. Donc, ça faisait en sorte qu'on ne sait pas. C'est très facile de dire des choses quand on n'a pas besoin d'être responsable pour ce qu'on dit. Puis, c'était aussi très, très flou ce qu'il disait. Par exemple, dans le rapport Dawson-Vanier, on disait « Certaines personnes ont jugé la conférence de la Semaine internationale des femmes biaisée. » Il n'explique pas pourquoi. On présume qu'on comprend que telle conférence ou telle conférence, c'est inacceptable, mais on n'explique pas pourquoi. On n'explique pas quelle perspective manquerait à l'appel.
On disait que certaines conférences ont été annulées en raison d'un climat tendu dans le rapport du comité des sages. Mais on ne dit pas quelles conférences ont été annulées, c'était quoi le sujet, c'est qui donnait ces conférences-là, on ne le sait pas. On parle d'une chercheuse universitaire qui aurait subi des pressions de la part de personnes trans pour adapter ses travaux. Mais on ne sait pas c'était quoi le sujet de ses recherches, on ne sait pas qui a fait les pressions. Fait que tout ce flou-là ne nous permet pas de dire est-ce que c'est un processus ou des activistes qui abusent du processus pour mettre au silence certaines personnes ou c'est juste un processus normal de confrontation et de débat comme eux voudraient qu'on aille. C'est impossible, en raison du caractère très vague de ces affirmations-là, de savoir qu'est-ce qui fait partie d'une révision normale par les pairs, qu'est-ce qui fait partie d'une intimidation, par exemple. Il y a aussi beaucoup de décontextualisation de la dissidence. On remet en question le comportement des activistes ou des militants pro-palestiniens ou pro-trans sans mettre en contexte pourquoi cet activisme-là est nécessaire. On parle très, très peu de racisme, de transphobie ou de violence dans ces rapports-là. Ça fait en sorte qu'on peut percevoir de façon beaucoup plus extrême une action quand on ne comprend pas le contexte dont elle émerge. Puis, particulièrement dans le rapport du comité des sages, on parle de la transphobie, puis on dit ça, c'est vraiment pas bien, on condamne la transphobie. On ne parle jamais des auteurs de la transphobie, on parle jamais. C'est comme si c'était une violence qui arrivait comme ça. Puis c'est bien dommage, là, puis on condamne ça, mais on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel contexte. Donc, quand on ne parle pas de cette violence-là, c'est sûr que la réponse des activistes trans peut sembler démesurée parce qu'on ne sait pas contre quoi ils se battent. Puis, finalement, on a des minorités qui sont caractérisées comme étant insignifiantes, donc trop petites pour qu'elles puissent pour que leurs intérêts puissent correspondre à ceux de la population générale ou que ça vaille la peine d'en parler dans des symposiums, mais aussi suffisamment importantes pour qu'ils dominent le débat, ils annulent des conférences, contrôlent les associations professionnelles, réduisent au silence des professeurs. Fait que c'est comme de dire, mais cette minorité-là, ça délégitime leurs propos en disant c'est démesuré par rapport à la position qu'ils devraient occuper dans la société. Donc, clairement, les rapports ont tenté de mettre en dialogue des perspectives diversifiées par rapport aux enjeux qu'ils examinent, mais ça reste en surface. On met en perspective différentes perspectives, mais on en met de l'avant certaines et on en met d'autres complètement à l'arrière-plan. On légitime les rapports de force en disant les personnes trans, il n'y en a pas beaucoup, fait que c'est normal qu'on n'en parle pas, par exemple. Vraiment, beaucoup des arguments sont trop vagues pour être bien compris. Ça demande trop d'interprétation, trop de travail de la part du lecteur de dire mais pourquoi ça c'est problématique? Ça nous fait en sorte que quelqu'un qui lirait ça en ayant une position déjà plus raciste ou plus transphobe serait confirmé dans ses assumptions parce qu'on ne justifie pas pourquoi certains plans de cours sont inacceptables. On dit juste vous voyez, ça, c'est pas pertinent de mettre ça dans un plan de cours. On n'explique pas pourquoi. Donc, en conclusion, c'est sûr que personne ne peut se prononcer contre la liberté académique. Il n'y aura pas de manifestation contre la liberté académique. Ce n'est pas une cause que les gens vont assumer avoir. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que les attaques envers la liberté académique peuvent se présenter comme des défenses. Puis, la définition de la liberté académique peut être détournée et mobilisée pour militer contre la liberté ou restreindre la liberté académique. Tu sais, par exemple, quand on parle de la mission de l'établissement d'enseignement, il ne justifie pas beaucoup pourquoi un cours sur les histoires palestiniennes ne pourrait pas répondre aux objectifs de développer des compétences en littérature anglaise. Ils ne parlent pas de ça, ils font juste supposer. Il y a aussi le fait que dans la définition de liberté académique, on veut protéger l'exercice des fonctions des personnes qui sont dans ce milieu-là contre de la censure ou contre des contraintes idéologiques. Mais des fois, on dirait que c'est interprété comme voulant dire que les personnes ne devraient pas elles-mêmes avoir de position idéologique, ce qui mène à ce genre de choses. Donc, c'est ça. Pascal Caïdo, professeur au département de communication de l'Université de Montréal et responsable du micro-programme de cycle supérieur en études de monde noir, africain et caribéen. Ses recherches portent sur l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail, ainsi que les liens entre les relations publiques, les inégalités et la justice sociale. En 2023, elle a reçu le Working Scholar Award, décerné par la Common Ground Research Network aux États-Unis. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques reconnues, dont le Journal of Business Diversity et Management Communication Quarter.
Myriam Inoshim, j'ai bien prononcé votre nom, est coordonnatrice principale en éthique et diversité et inclusion pour la chaire d'excellence de recherche du Canada sur les interactions lumière-matière au département de physique de l'Université de Montréal. Elle cumule plusieurs implications en EDI dans les milieux de pratique et de recherche tels que la création du projet Parité Sciences. Titulaire d'un doctorat personnalisé en physique et en communication de l'Université de Montréal, intitulé Être physicienne et ethnographe féministe, explorer la diversité et l'inclusion à travers le travail identitaire. Myriam dirige des projets de recherche sur les pratiques EDI dans les domaines scientifiques et de la recherche. Geneviève Boivin est professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke à Québec. Ses intérêts de recherche portent sur le rôle constitutif de la communication en organisation, sur les théories institutionnelles, sur la communication interculturelle et sur les approches féministes. Ses travaux sur l'établissement de la recherche CCO, Oui, de la recherche CCO, vous me direz c'est quoi, en communication organisationnelle, ont été publiés dans des revues telles que Management Communication Quarterly. Ces travaux récents explorent les pratiques de résistance d'organisations féministes au Québec. Et enfin, Jean-Francky Guerrier est prêtre jésuite et doctorant en communication politique à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la chanson engagée en Haïti, en particulier sur son rôle dans les mouvements de résistance. Il s'intéresse tout particulièrement au croisement entre religion, culture populaire et politique, en mobilisant des cultures populaires et politiques, en mobilisant des outils issus de la sémiotique et des études culturelles. Parallèlement à son travail universitaire, il est activement engagé dans des initiatives pastorales et sociales liées à la promotion de la justice, de l'inclusion et de la dignité humaine. À vous la parole. Merci pour cette belle et longue introduction. On est vraiment content et contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci aussi au comité organisateur. Merci beaucoup à Enrico pour tous les courriels. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en fait une recherche qui est en cours, dans le sens qu'on est encore en phase d'analyse, qui porte sur les tensions résistance et contre-résistance aussi dans la mise en œuvre des initiatives en EDI, surtout en milieu organisationnel. Donc, on a voulu voir un petit peu, en fait, comment tout ça se déploie en milieu organisationnel, mais du point de vue des praticiens et praticiennes, donc ceux qui travaillent vraiment à soutenir les efforts d'inclusion au sein des organisations. Et notre projet s'inscrit vraiment dans un contexte actuel, on l'a vu avec la dernière présentation, un contexte où il y a beaucoup de polarisation, où il y a beaucoup de campagnes de désinformation aussi, par exemple sur les médias sociaux, où plusieurs universités, organisations pensent maintenant au rebranding qu'on appelle de la diversité. Donc, est-ce qu'on devrait appeler ça autrement? Donc, il y a toute une analyse de risque à savoir est-ce qu'on devrait ou non continuer en fait dans cette voie-là. Donc, il y a de plus en plus de résistance finalement au discours organisationnel qui porte sur l'EDI dans les contextes académiques, politiques, organisationnels, et ça a des conséquences, bien sûr, pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, autant les conseillers, conseillères, mais aussi ceux et celles qui vont porter de manière plus informelle, en fait, les efforts d'inclusion au sein de leur organisation. Donc, ce qu'on a voulu voir vraiment, c'est analyser les tensions, les paradoxes aussi qui sont associés aux dynamiques de résistance. Et on a voulu mobiliser surtout une perspective communicationnelle qui est peut-être un petit peu moins utilisée dans ce type de recherche-là pour dévoiler justement ces tensions, ces paradoxes dans les discours, en fait, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'EDI. Donc, on est heureux et heureuse de vous dire qu'on a reçu une nouvelle subvention du CRSH qui permet de poursuivre, en fait, ce travail-là pour les 3 prochaines années. Et cette deuxième phase du projet va se faire avec nos partenaires, donc le RICODI et aussi le réseau international francophone pour l'EDI. Donc, en termes de revue de littérature, très rapidement, donc là, c'est un beau tableau, donc je vais aller quand même assez rapidement, mais on a voulu dégager, en fait, les types de résistance qui sont, en fait, qu'on a pu voir dans la littérature, et aussi voir comment chaque type de résistance, finalement, est associé aussi avec des dynamiques communicationnelles. Donc, on va parler, par exemple, dans la littérature de résistance plus flagrante, plus ouverte, plus directe, où les gens vont avoir des discours vraiment d'opposition à l'EDI dans leur discours. Et au niveau communicationnel, on va utiliser la communication pour se distancier parfois, pour influencer aussi des idées qui permettent de maintenir le statu quo. Et on a aussi d'autres types de résistance, dont la résistance cachée, qui sont des formes un peu plus complexes, non conventionnelles, qui fait en sorte qu'il va y avoir
sabotage parfois aussi des initiatives EDI. Et à ce moment-là, la communication est vue vraiment comme un processus où la résistance va se construire aussi dans l'interaction, dans les discussions. Et les deux autres formes de résistance, on a la résistance qu'on appelle oblique, où c'est plus une résistance aux structures hiérarchiques. Donc, on va avoir une résistance à défaire finalement les dynamiques de pouvoir. Et à ce moment-là, on va utiliser beaucoup plus des pratiques qu'on dit discursives codées. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des concepts plus abstraits comme le mérite, par exemple, l'excellence, etc., pour pouvoir maintenir le statu quo. Et la dernière forme de résistance qu'on a trouvée particulièrement intéressante du point de vue communication, c'est la résistance discursive. Donc, comment dans le discours, finalement, on va mobiliser de manière très stratégique le langage pour être en mesure justement de légitimer finalement cette résistance à l'EDI dans le milieu organisationnel. Donc, notre question de recherche, c'est comment les praticiens et praticiennes qui évoluent dans le domaine de l'EDI parviennent-ils et elles à négocier aussi ces paradoxes qui sont inhérents aux dynamiques de résistance quand ils ou elles entreprennent des initiatives de sensibilisation et d'information en matière d'EDI. Donc, en termes de cas théoriques, aussi, je vais passer rapidement parce que, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec les concepts aussi en communication, mais l'idée, c'était de voir aussi, du point de vue théorique, comment on peut analyser et comprendre ces tensions-là. Comprendre que ces tensions-là, finalement, sont un peu liées les unes aux autres aussi. Donc, ils ne vont pas évoluer de manière séparée. Donc, au niveau du discours, on peut voir justement qu'il y a une imbrication finalement de ces tensions-là. Donc, à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des hiérarchies, on peut voir qu'il y a des tensions qui sont primaires, secondaires. Au niveau des nœuds aussi, on peut voir qu'il y a des tensions finalement qui vont être localisées peut-être dans des différents endroits au niveau de l'organisation. Donc, ça va être aussi de manière discursive, les gens vont dire à quel point ces tensions-là sont localisées de manière différenciée. Et au niveau des nœuds aussi, donc on avait les nids, les nœuds. Donc, l'idée que les tensions vont justement être imbriquées autour d'enjeux, en fait, qui sont assez complexes bien souvent. Et au terme des familles aussi, donc au niveau plus culturel, donc il y a des normes culturelles aussi qui vont venir jouer un rôle aussi dans la manière dont ces tensions-là sont déployées. Donc au niveau de la méthodologie, je vais essayer de rien. Merci Pascal. Donc, pour la méthode, on a fait 31 entretiens avec des praticiens et praticiennes en EDI, principalement au Québec. Donc, on a des gens autant dans les universités que dans les organisations privées, les compagnies ou des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. On a fait de l'observation participantes et non participantes dans les cercles de soutien de praticiennes de l'EDI. Donc, on a pris des notes durant ces cercles de soutien. Et notre analyse thématique, donc avec tout ce beau corpus-là, on l'a fait en plusieurs étapes. Donc, l'une d'entre elles, c'est d'aller voir les niveaux de résistance tels que associés à la littérature, ce qu'elle nous dit. Puis après ça, on a eu une technique plus inductive qui sont aller voir comment les gens définissent la diversité. On l'a vu dans les présentations ce matin que c'est flouté pour plusieurs raisons. Donc, nous aussi, on le voit dans nos données. Vous pourrez nous poser des questions là-dessus. Et les tensions organisationnelles qu'on voit entre le travail en EDI et les résistances. Donc, ces résistances et ces tensions, ça entrecroise dans l'analyse. On n'est vraiment pas dans un truc où on va vous sortir des types. C'est vraiment, on est en train d'analyser nos données, puis on voit qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent de nos données. Donc, le premier, c'est les niveaux de résistance. Donc là, on part de la théorie féministe noire de Patricia Hill Collins qui dit que les résistances peuvent s'expérimenter à plusieurs niveaux, au niveau organisationnel, interpersonnel et structurel. Puis nous, on a même vu du intrapersonnel, donc des gens eux-mêmes qui vont avoir des résistances qui vont émerger de leur propre perception. Donc, ils vont dire, moi, je me sens pas à l'aise ou... donc, on a aussi ajouté celui-là. Et là, on a un exemple d'extrait. Donc, Linda qui nous dit, souvent, les gens pensent qu'un lunch and learn va tout régler. On peut faire les premiers pas avec la formation, l'introduction, mais ça ne règle pas tout. On ne peut pas non plus amener le fardeau sur les gestionnaires, de tout d'un coup être des experts de l'inclusion. Ils ont déjà trop de choses dans leur assiette, ils sont déjà débordés. Donc, ici, on voit une résistance organisationnelle dans le sens où comment on sépare le travail. Les gens sont déjà débordés, donc comment est-ce qu'on peut faire des DI si tout le monde est débordé? Et maintenant, je vais laisser la place à Jean-François. Je ne vais pas cacher ça. Alors, il y a surtout dans les discours des praticiennes et les praticiens en EDI, il y avait beaucoup de tensions qui se sont émergées, mais on va vous présenter deux tensions. Par exemple, la tension par rapport à la diversité comme catégorie identitaire vers la diversité comme expérience fluide. Normalement, dans la première tension, quand on voit diversité, alors c'est pensé à partir des groupes définis, disons la question de genre, homme, femme,
non-binaires, ou les origines ethniques ou raciales, religion, orientation sexuelle ou handicap. Alors, selon les praticiennes et les praticiens en EDI, ces catégories, ce sont un peu des catégories un peu figées. Alors, surtout dans leur discours, ça invite surtout à voir la diversité comme expérience individuelle et fluide. Par exemple, la diversité est comprise comme une expérience vécue, une identité multiple, changeante contextuelle. Alors, ça fait appel aussi à l'intersectionnalité. Alors, bien qu'on met l'accent sur ces catégories identitaires qui sont vraiment importantes, mais il faut s'ouvrir à l'espace contextuel même de l'organisation qui pourrait un peu faire évoluer ces catégories. Alors, surtout, par exemple, il y a cette référence de l'une des praticiennes, on l'appelle Vanessa. Vous voyez, elle met l'accent un peu sur ces caractéristiques identitaires, du fait qu'on a tous et toutes des caractéristiques identitaires culturelles, sociales, qui nous rendent uniques dans nos vécus. Alors, il y a une sorte de prise de conscience de ça, mais ça invite à quelque chose davantage qui pourrait se moduler au fil du contexte dans l'organisation. Alors, ce sont ces éléments qui nous aident à penser un peu des enjeux organisationnels. Alors, quand on voit ces deux tensions, ça renvoie à des enjeux organisationnels et Geneviève va vous expliquer un peu en lien avec ces deux tensions, la diversité comme catégorie identitaire et expérience fluide. Oui, en fait, ces deux éléments-là agissent en tension puis vont se traduire dans le travail, donc les pratiques organisationnelles des praticiennes et praticiens, où elles vont se retrouver en le besoin de traduire, de rendre visible la discrimination structurelle en mobilisant des catégories fixes, mais qu'elles vont aussi trouver figées puisque ces catégories-là ne permettent pas de mettre de l'avant l'importance de la complexité et du caractère évolutif, intersectionnel des identités. Donc, on se retrouve souvent à devoir vivre, conjuguer cette tension-là, entre mobiliser les catégories, mais vouloir mettre de l'avant le caractère intersectionnel puis contextuel dans le cadre de notre travail. Mm-hmm. Alors, la deuxième tension, c'est voir la logique de justice sociale, incluant la transformation structurelle vers le libéralisme organisationnel, qui est ce qu'on appelle la gestion même des ressources humaines au niveau organisationnel. Par exemple, la première tension, logique de justice sociale, c'est beaucoup plus normative. OK, ça remet en question les inégalités systémiques ou structurelles qui rapport à la race, la classe et le genre. Ça engendre la transformation en profondeur des structures de pouvoir. Alors, ça demande de donner une place centrale aux voix marginalisées. C'est promouvoir des valeurs comme équité réelle. Ce n'est pas seulement au niveau du discours, mais vraiment des changements qui peuvent chambarder même la structure organisationnelle ou la structure hiérarchique de l'organisation. Alors, et puis, il y a l'autre tension qui émerge, c'est maintenir la stabilité organisationnelle et intégrer ça peut intégrer les initiatives en EDI, on a des petites formations en EDI, mais qui n'impliquent pas vraiment un changement profond. Parce que cette deuxième tension, c'est beaucoup plus opérationnel. Alors, l'objectif principal est l'efficacité et la viabilité de l'organisation. Alors, ces deux tendances ont été vraiment ressorties dans les discours des praticiennes et les praticiens en EDI. Alors là, on a un exemple. Par exemple, Fabien nous dit, et dans les comités, ça se passe bien, tout est beau, mais lorsqu'on propose des choses qui peuvent vraiment exiger des changements structurels au sein même du fonctionnement de l'organisation et que ça va être pris en compte, en considération, alors c'est dans leurs travaux en EDI que ces discours, ils parlent de ça parce que nos entretiens, les 31 entretiens que Myriam nous a mentionnés, alors ils parlent de leurs expériences de travail en EDI en ce sens. Alors, de cette tension aussi émergent des enjeux organisationnels que Geneviève va nous présenter, oui. Surtout des questionnements. En fait, il y a beaucoup de questionnements qui émergent dans le cadre du travail des praticiennes et des praticiens par rapport à ces deux éléments-là qui tirent l'un sur l'autre constamment, notamment, bon, est-ce que les plans stratégiques et documents officiels qu'on utilise en organisation, qu'on impose aussi en organisation, permettent des changements en profondeur où on est encore une fois dans un type de résistance organisationnelle? Comment on inscrit des efforts de justice sociale avec les contraintes de notre organisation? Puis, comment on conjugue avec des relations de pouvoir qui sont au cœur de ces dynamiques organisationnelles-là pour viser ou aller vers la justice, tendre vers la justice sociale davantage. Donc, des questions vraiment qui émergeaient dans les entretiens et qui cadraient beaucoup le travail des praticiennes et des praticiens.
Donc, pour terminer, on voulait vous montrer, en fait, des discours aussi de contre-résistance. Donc, oui, c'est intéressant la résistance à l'EDI, mais de voir aussi comment on peut élargir cette idée de résistance pour aussi l'appliquer à ceux et celles qui essayent justement de défaire justement les statu quo, défaire aussi les systèmes d'oppression. Donc, les discours de contre-résistance aussi nous ont intéressés. Et là, on s'est basé sur une typologie qui a été faite par Tania Verve, qui a étudié un peu plus au niveau des discours de contre-résistance dans les mouvements féministes, pour montrer justement qu'il y avait quand même des pratiques très concrètes, comme par exemple le cadrage stratégique, où on va, comme praticien-praticienne, reformuler justement des cadres interprétatifs, c'est-à-dire donner des nouveaux outils pour que les gens puissent un peu interpréter, en fait, les cadres qui sont dominants, en fait, et favoriser l'adoption de nouvelles pratiques. Il y avait aussi cette idée de création d'alliances aussi qui est quand même important dans le travail en EDI, donc trouver vraiment les personnes quand même en position de pouvoir qui vont nous permettre justement d'avoir justement ces discours de contre-résistance-là. Et une que je trouvais particulièrement intéressante, c'est l'ambiguïté discursive. Donc, c'est vraiment une stratégie beaucoup plus créatrice qui va faire en sorte qu'on va essayer de s'inscrire dans l'agenda politique, l'agenda organisationnel. Donc, profiter justement du flou parfois de l'EDI pour créer des nouveaux espaces, puis mettre justement des enjeux qui sont importants à l'ordre du jour, si on dit ça comme ça. Et il y a ce qu'on a appelé aussi le jujitsu linguistique, donc essayer de retourner la résistance rencontrée contre elle-même en montrant justement la cohérence ou le manque de cohérence aussi par rapport entre les discours et les actions. Et finalement, construire aussi des nouvelles organisations parallèles. Donc, on voit beaucoup des mouvements grassroots dans les universités ou autres. Et on a besoin de ça justement comme contre-résistance, comme stratégie de contre-résistance aussi. Bon, je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps ou on a atteint nos 20 minutes. Oui, mais allez-y, continuez. Ah, OK, parfait. Donc, je vais vous montrer peut-être quelques exemples justement de discours de contre-résistance. Donc, on avait cette idée d'ambiguïté discursive. Donc, il y a justement une des praticiennes qui lui dit que ce qui est important, c'est de définir un vocabulaire commun. Donc, on a pris vraiment 2 rencontres pour essayer de voir c'est quoi l'EDI justement pour notre groupe. C'est une démarche qui est plutôt longue, mais ça fait en sorte justement que les gens vont s'approprier parce qu'on va utiliser justement leur propre définition. Donc, il y a une appropriation qui se fait de plus. Donc, on va utiliser justement ce flou, c'est quoi l'EDI, on ne sait pas trop, etc., pour essayer d'arriver justement à un vocabulaire commun qui va nous pousser vers l'action. Ensuite, on dit aussi, c'est sûr que quand on parle de pratiques qui viennent toucher à l'excellence, donc l'excellence aussi, c'est une notion qu'on essaie de définir, de redéfinir. Donc, on va utiliser un peu cette ambiguïté discursive, c'est-à-dire ce manque de formalisation parfois de c'est quoi l'excellence pour en profiter un petit peu pour dire, bon, on devrait peut-être repenser justement, c'est quoi l'excellence, c'est quoi les critères d'excellence aussi, par exemple. Donc, un dernier exemple peut-être de cadrage stratégique ici. Donc, il y a une praticienne qui nous dit, c'est comme un couteau un peu à double tranchant parce qu'on a besoin du soutien finalement inconditionnel du management, de la gestion, on n'a pas trop le choix. Mais en même temps, c'est plus difficile à ce moment-là de dénoncer des pratiques qui sont discriminatoires. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va utiliser la pratique du questionnement. Donc, faire en sorte de relever des questions qui pensent qu'il va pouvoir faire changer les choses. Donc, à ce moment-là, elle disait, par exemple, je m'assois dans une comité de direction, puis je leur pose la question, vous avez combien de femmes autour de la table? Vous avez combien de personnes des communautés différentes autour de la table? Ça fait peut-être réveiller, justement, mettre finalement les gens en face un peu de la réalité. Ils vont essayer de fuir parfois pour garder le statu quo. Donc, ça, c'est des exemples quand même de discours de contre-résistance où les gens vont utiliser de manière très, très, très concrète des manières de faire pour pouvoir résister à cette résistance qu'on a vue au tout début. Okay? Merci. Merci. C'est assez. Ah, d'accord. Bon. Alors, la troisième conférence va être donnée par Saja Farhat, responsabilité politique collective et résistance aux politiques d'équité, repenser les injustices structurelles à l'ère des discours anti-EBI. Alors, Saja Farhat est doctorante en philosophie. Ses recherches portent sur la responsabilité politique collective face aux injustices structurelles et explore les conditions par lesquelles la responsabilité morale individuelle peut se transformer en engagement collectif. Ses travaux s'appuient sur les théories critiques de la justice et de la reconnaissance. Engagée dans plusieurs projets intersectoriels en santé et en inclusion sociale,
Elle contribue également au développement de formations et de recherche participatives ancrées dans les lieux communautaires. À toi la parole. Merci pour la présentation et merci pour mes collègues qui ont présenté avant moi. Et merci aussi pour le comité organisateur pour l'organisation de ce colloque. Alors, pour commencer, dans plusieurs sociétés occidentales, les résistances aux politiques d'équité, de diversité et d'inclusion prennent aujourd'hui une forme plus structurée et institutionnelle. On va voir qu'aux États-Unis, par exemple, cette dynamique s'est traduite par des restrictions visant des programmes de DI dans les universités et les institutions publiques. Toutefois, cette évolution ne suit pas un rejet, disons, uniforme, par exemple, de l'EDI. Au Canada, comme dans plusieurs pays d'Europe, le soutien aux politiques de diversité demeure variable selon les contextes et les mesures proposées. L'enjeu ici dépasse donc la simple efficacité des politiques d'EDI. La montée, en fait, d'un discours anti-EDI relève plus largement, en fait, d'une transformation, disons, d'une manière dont les sociétés interprètent les injustices structurelles et se rapportent à la responsabilité collective. Alors, le problème central n'est pas seulement l'existence des inégalités, mais la contestation même des cadres permettant de les nommer, et les interprétations aussi d'en partager la responsabilité. Alors, la question aussi que je cherche à réfléchir avec vous, c'est que comment penser finalement une responsabilité collective lorsque l'injustice structurelle est présentée comme finalement une atteinte au mérite, à la neutralité et à la liberté institutionnelle. Pour aborder cette question, le recours à la pensée de Iris Marianian, qui est une philosophe politique qui est très inspirante. On voit que dans son modèle sur la connexion sociale, en fait, soutient que les agents qui participent par leurs actions à des processus structurels produisent des effets injustes dans la responsabilité de travailler à la transformation de ces processus. Cette responsabilité, en fait, ne se confond ni avec la faute morale, ni avec la culpabilité. Elle est partagée puis orientée vers l'avenir et peut être aussi assumée par l'action collective. Young oppose en fait explicitement ce modèle au modèle en fait de responsabilité fondé sur l'apport, qui isole en fait les auteurs, identifie les victimes et remonte en fait une causalité individualisable. Elle propose en fait au contraire de penser l'injustice comme le produit de chaînes d'action socialement autorisées puis inscrites dans des règles finalement des normes et des institutions. Ce déplacement est important pour le débat sur l'EDI parce que si on adopte un cadre strictement individualiste, on va voir que les injustices apparaissent surtout comme des cas de discrimination intentionnelle, de préjugés explicites, de traitement inégal entre les personnes. Mais si on suit le Young, en fait, on va voir que cette asymétrie de reconnaissance, d'accès, de crédibilité ou de participation relève souvent de mécanismes plus diffus, qui est par exemple une procédure de recrutement ou des critères implicites de normalité ou des archives de parole. On voit que dans cette perspective, la responsabilité collective ne consiste pas d'abord à désigner des coupables, mais à reconnaître finalement que nous agissons à l'intérieur de structures qui avantagent certains groupes, en exposant en fait d'autres à des obstacles récurrents, et rendre finalement possible les effets parfaitement invisibles parce qu'ils se présentent comme normaux. Puis c'est aussi en fait ce qui nous permet en fait d'éviter le schéma du blâme individualisé. Young, dans sa théorie, en fait, insiste sur le fait que traiter le problème sur le mode de la faute tend finalement à isoler quelques agents et à excuser l'ensemble des autres participants. Il va retomber finalement les formes de culpabilisation des personnes lésées elles-mêmes. Ainsi, si les discours anti-EDI prennent aujourd'hui une telle ampleur, ce n'est pas uniquement en raison d'une méconnaissance des inégalités sociales. On voit en fait que plusieurs travaux en psychologie sociale montrent que la résistance aux politiques d'EDI sont souvent liées à de différentes formes de menaces perçues. Par exemple, la crainte de perdre des ressources ou des opportunités, l'impression que certains, par exemple, repères sociaux et normatifs se transforment, ainsi que la difficulté pour certains groupes, finalement, d'admettre leur participation à des inégalités structurelles. Et d'autres, en fait, recherches associent également ces réactions à des logiques de menaces statutaires ou les vertir institutionnelle qui est perçue comme une remise finalement en question de position sociale établie. Puis ainsi, les conflits autour de l'EDI dépassent le simple des accords idéologiques et renvoient, disons, plus largement à des transformations des hiérarchies sociales et des repères collectifs. Cette dynamique est renforcée par le fait que les discours anti-EDI, en fait, mobilisent fréquemment un langage du mérite, de la neutralité ou du droit. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, plusieurs discours institutionnels présentent les politiques d'EDI comme des formes de discrimination inversée ou comme des atteintes à l'excellence et à l'initiative individuelle. On voit aussi que des recherches montrent que cette vision repose sur l'idée contestable qu'une méritocratie
méritocratie en fait véritable pourrait exister sans intervention correctrice, malgré la persistance de biais systématiques de la barrière structurelle. On voit aussi ainsi que les discours anti-EDI ne nient donc pas seulement les injustices, ils les reformulent en réduisant les inégalités structurelles à une question d'égalité procédurale de mérite individuel. Et ici, il faut pouvoir ajouter une nuance qui est que les enquêtes comparatives disponibles montrent que l'opposition aux politiques de diversité n'est ni homogène ni totale. On voit que dans 26 pays européens, étudiés par une enquête portant sur 38 009 personnes, les attitudes varient selon que la politique prend la forme d'une formation, d'un suivi, des procédures d'arrêtement, d'un contrôle de la composition de la main-d'œuvre. Le soutien, par exemple, est généralement plus faible pour les mesures perçues comme perspectives ou préférentielles. Puis la même étude, en fait, montre que le soutien augmente lorsque les personnes perçoivent davantage de discrimination et d'inégalité de recrutement et qu'il est plus fort que dans les contextes dotés de dispositifs antidiscriminatoires et plus développés. Puis l'enquête canadienne, en fait, en 2025, aboutit aussi à un constat analogue. Il montre que malgré une opposition vocale, on voit que la majorité des répondants décrivent les initiatives EDI comme positives et neutres pour leurs propres possibilités. Il est donc fait plus juste de parler d'une lutte pour l'interprétation publique de l'égalité que d'un simple basculement majoritaire contre l'EDI. Ainsi, on voit que aussi les discours anti-EDI se développent dans des environnements numériques qui transforment les conditions même du débat public. On voit que les grandes plateformes, en fait, présentent souvent les échanges en ligne comme des espaces ouverts et égalitaires, alors que leur logique algorithmique favorise déjà la visibilité polarisée et la fragmentation des discussions. Ici, on voit que les discours anti-EDI se présentent fréquemment comme une défense de la liberté d'expression face à une supposée, disons, orthodoxie institutionnelle, mais ils circulent dans des espaces numériques structurés par des mécanismes finalement qui amplifient les conflits et opposent les groupes sociaux. Alors, le problème ici ne tient pas vraiment ou simplement au numérique lui-même, mais au décalage finalement entre la rapidité des transformations des espaces de communication et la capacité en fait des institutions démocratiques à en réguler les effets. On voit que les données aussi de l'OCDE en fait montrent d'ailleurs qu'une augmentation de la polarisation, de la désinformation et de la méfiance envers les institutions publiques. Dans ce contexte, on voit que les injustices structurelles sont plus facilement perçues comme des stratégies idéologiques ou une tentative de domination plutôt que comme des problèmes collectifs nécessitant une réponse commune. Cette dynamique s'accompagne également d'une transformation institutionnelle plus large. On va voir dans plusieurs universités aux États-Unis, il va y avoir certaines politiques de diversité de vue ont servi finalement à limiter l'enseignement portant sur la race, le genre ou les politiques de souvent au nom de la neutralité ou la liberté académique. Alors, l'anti-EDI ne s'oppose donc pas uniquement à des programmes administratifs, il participe aussi à une redéfinition des institutions et des savoirs considérés comme légitimes pour nommer finalement interpréter les injustices sociales. C'est ici aussi que les approches de la justice épistémique deviennent importantes. On va voir que dans le sillage des travaux de Miranda Fricker, la justice épistémique peut être définie comme le tort subi par une personne en tant que sujet de connaissance. La forme testimoniale, en fait, apparaît lorsqu'un locuteur reconnaît un déficit de crédibilité d'un fait ou d'un préjugé. Et la forme herméneutique, en fait, survient lorsqu'un groupe ne dispose pas, finalement, dans les ressources interprétatives communes, des concepts, finalement, nécessaires pour rendre intelligible sa propre expérience. Puis l'intérêt de ce cadre ici est de montrer que la contestation des politiques de DI ne porte pas seulement sur des instruments organisationnels. Elle touche aussi disons, à la distribution de la crédibilité, à la disponibilité des concepts et à la possibilité même de faire reconnaître certaines expériences comme les objets de connaissance socialement valides. Et sous cet angle, les discours anti-EDI apparaissent comme des pratiques de redescription qui déplacent du sens du réel social. Lorsque les expériences en fait, de discrimination systémique sont requalifiées en ressentiment et lorsque la notion de privilège est ramenée à une insulte morale, on va voir que le vocabulaire du genre ou du racisme structurel est présenté comme une simple idéologie. On ne se trouve pas seulement devant un désaccord théorique, mais aussi à une lutte finalement sur les conditions de l'intelligibilité publique. Et à partir de là, la question n'est plus de savoir comment convaincre rapidement les acteurs aussi de l'EDI, mais quelles formes finalement institutionnelles peuvent soutenir une réponse collective non polarisante.
On va voir que la littérature aussi récente invite d'abord à une certaine, disons, prudence face aux solutions simples. On va une méta-revue qui a été faite en 2025. Ouvrant 37 revues de littérature, 12 catégories d'intervention montrent que les formations à la diversité disposent finalement un niveau de preuve relativement plus élevé que d'autres dispositifs, mais que leur effet, en fait, concerne surtout la sensibilisation et l'apprentissage. Alors, on va voir que les politiques de recrutement, de congés ou de rémunération produisent des effets plus variables, parce que certains aménagements de travail et certaines formes de formation professionnelle semblent davantage efficaces dans des contextes liés à l'âge ou aux handicaps. Puis une autre synthèse, en fait, souligne également que les initiatives de RIS suscitent des réactions diverses, favorables, résistantes aussi ou ambivalentes, et qu'elles peuvent parfois produire des effets non intentionnels. Et la question théorique ici est importante, c'est que si une politique de justice structurelle ne peut reposer uniquement sur des discours moraux, sur des ateliers en fait, de sensibilisation, elle doit également en fait, transformer les règles, les procédures, les attentes de rôle et les mécanismes de participation. Cela signifie en fait soit que les milieux éducatifs et communautaires soient secondaires. Le rôle en fait devient au contraire central dès lors qu'ils ne sont plus finalement conçus comme de simples outils, disons, de correction individuelle, mais qu'en fait des espaces capables de soutenir des formes collectives de réflexion, de médiation et de délibération. C'est pour ça que les milieux éducatifs et communautaires ont ici, à mon avis, une fonction propre et importante. C'est l'idée de créer des espaces où des expériences sociales hétérogènes peuvent être exprimées, comparées et réinscrites dans une compréhension collective des injustices. Voir que les travaux aussi sur la délibération inclusive offrent ici une puissance importante parce que les données de l'OCDE recensent en fait 733 dispositifs délibératifs entre 1979 et 2023, puis dans notre enquête pays, avec une augmentation des formes institutionnalisées au cours des dernières années. Ces recherches en fait montrent que le processus délibératif peut renforcer la confiance lorsqu'ils sont construits de manière inclusive et qu'ils permettent en fait la participation des groupes traditionnellement marginalisés, notamment par des mesures concrètes comme la rémunération, la prise en charge des frais ou l'accès payant à des services. D'autres travaux en fait soulignent également que ces forums peuvent favoriser la prise en compte d'intérêts souvent absents des débats publics, même si leur en fait effet demeure limité. La délibération en fait inclusive ne constitue pas disons, une solution complète aux conflits sociaux, mais elle offre un modèle cohérent avec la conception de la responsabilité collective qui a été développée par Young, présentée tantôt, une responsabilité, en fait, qui est non fondée sur la culpabilisation et orientée vers la transformation des structures sociales. Et dans les milieux éducatifs, on va voir que cette orientation peut être prolongée par des pratiques de discussion à travers les désaccords. En fait, certaines recherches portant sur le programme Perspective, polarisation affective ainsi qu'une amélioration des capacités de résolution de conflits et de dignité intellectuelle chez les participants. Il est toutefois en fait excessif de considérer qu'une intervention pédagogique puisse à elle seule résoudre finalement les tensions entourant les politiques de DI. Ces résultats en fait indiquent néanmoins qu'il existe des dispositifs capables de soutenir des échanges moins immédiatement défensifs et plus en fait réflexifs. Pour conclure, c'est dans cette articulation entre milieux éducatifs, disons communautaires et institutionnels, de construire une réponse collective aux injustices structurelles. Les lieux éducatifs développent des capacités interprétatives et dialogiques, et les milieux communautaires assurent des médiations de proximité entre les expériences vécues et les langages publics, et de leur côté, les institutions, ils inscrivent les apprentissages dans les procédures et les responsabilités durables. Puis sans cette articulation, en fait, les réponses aux inégalités risquent de demeurer soit morales, soit strictement administratives, et soit limitées à des réactions, disons, affectives ponctuelles. Sur ce, je vous dis